j'aime faire ce que personne ne veut faire. Je vais être tellement préparé que personne ne pourra tenir le truc, et c'est-à-dire que je vais m'apporter moi-même de la confiance en moi, tu vois, parce que au final, personne ne sait que j'ai fait du sport, et personne ne va savoir si j'ai bien mangé ou moins. Mais en fait, comme j'ai tout aligné, je vais être à 200% de mes capacités, et les gens vont ressentir que j'ai confiance en moi. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Salut Anthony. Bonjour. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui Anthony. Merci beaucoup pour ton temps. Merci également à Audrey dans ton équipe qui m'a bien aidé pour la planification de l'interview. Donc c'est vraiment cool de voir que tu arrives à rester approchable. Anthony, on va parler aujourd'hui des thématiques qui me sont chères dans le cadre du podcast, la détermination, la résilience, le dépassement de soi. Et notamment tu nous en diras plus, mais dans le cadre de ton aventure entrepreneuriale, puisque ouais, bon, allez, je fais un peu de spoil. Puisque tu es le CEO de Feed, qui est dans l'univers français de la smart food, food tech, je ne sais plus trop quel terme on est censé utiliser, mais qui est un des gros players que tu as lancé en 2017 et qui, depuis le début, a fait beaucoup de bruit. Je te propose du coup peut-être de te présenter pour commencer. Avec plaisir, du coup, Anthony, effectivement fondateur et CEO de Feed, Food Tech qu'on a lancé en janvier 2017, qui a pour objectif de proposer des solutions de nutrition, d'alimentation, pour atteindre des objectifs bien précis. On a commencé avec du meal replacement, après on a ouvert du snacking. Le meal replacement, c'est une barre, une bouteille, un shaker qui va remplacer un repas complet. Et le snacking, c'est pour des moments où on a des petites faims et qu'on vient chercher une option de nutrition rapide. Et on a réalisé auprès des consommateurs que ce qui les intéressait, c'était d'avoir un objectif, d'avoir une nutrition fonctionnelle. Et c'est pour ça qu'on a ouvert 3 verticales. Une gamme daily où vraiment vous allez consommer au quotidien du feed, une gamme sport et une gamme light. La gamme sport, c'est pour vraiment les personnes qui ont un exercice physique assez intense et qui vont avoir un besoin en protéines plus élevé. Et la gamme light pour les personnes qui désirent perdre du poids. Et dans ces différentes gammes, il y a différentes options de nutrition, des repas complets, des snacks, avant-entraînement, post-entraînement. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Effectivement, ça a été assez rapide puisqu'on a recruté 100 personnes, on a ouvert plus de 50 pays en offline et en Wow. online. On a levé 30-40 millions d'euros. Tout a été extrêmement rapide. Un peu comme un cliché de start-up entre guillemets. Donc on a fait Ouais. de belles choses, on a fait évidemment plein d'erreurs et c'est aussi ce qui nous a permis d'évoluer rapidement. Et puis le thème, on va dire, un peu central de cette aventure, c'est l'esprit guerrier, la résilience, la détermination, l'ambition. Parce que il faut rester motivé au quotidien et c'est pas toujours facile parce que les gens voient souvent de l'extérieur ce qui fonctionne bien et applaudissent en disant c'est incroyable, c'est fou, tout est facile pour vous, vous avez de la chance, mais on voit pas en fait le travail qu'il y a Ouais. derrière et en amont et c'est souvent ça qui est le plus intéressant au final. Cette partie cachée de l'iceberg, quelque part, effectivement, que bien souvent, on ne voit pas. Alors, avant d'être CEO de Feed, quel a été ton parcours? Comment est-ce qu'on en arrive à lancer un monstre tel que Feed aujourd'hui? C'est souvent, selon moi, la conclusion d'un parcours de vie, une société. Ok. Et c'est important d'avoir une vie bien remplie pour que la boîte que vous lancez, elle ait du sens et elle ait un beau pourquoi. Alors c'est souvent un peu cliché de dire oui, le why, pourquoi on lance la boîte, mais c'est une réalité. Si tu lances juste un produit ou une marque, pour gagner de l'argent ou parce que tu penses que tu réponds à un besoin, c'est pas suffisant. Disons que
les moments où ça va aller mal, est-ce que tu vas être motivé pour te battre, pour te lever le matin et pour continuer à transpirer? Je suis pas sûr. Alors que si tu montes ta boîte comme une conclusion de ta vie et parce que tu veux donner du sens à ton quotidien, bon, ben, même quand ça va mal, tu as tellement une revanche à prendre et tu as tellement un but, une sorte de promesse sur la vie qui est importante que bon, bah, tu restes motivé. Et moi, typiquement, j'ai eu une vie un peu compliquée, une enfance difficile dans une famille qui était, pour le moins houleuse, un père violent, une mère, dépressive du coup. Je me suis retrouvé à la rue assez jeune, 16-17-18 ans. Et du coup, j'ai été confronté, on va dire, à la fin assez rapidement. Hem, C'est-à-dire que, forcément quand tu es jeune et que tu pas d'endroit où dormir, bah, tu sais pas comment manger, tu peux pas faire des courses parce Mmh. que tu as pas de frigo pour stocker la nutrition. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été interpellé en fait. Et je me suis dit: «C'est fou que dans un pays aussi avancé, évolué que la France», à l'époque c'était la cinquième puissance mondiale de mémoire, qu'il y ait des jeunes comme moi qui aient rien fait de mal quoi, enfin tu Mmh. vois? Ouais. Qui puissent se retrouver dans une telle situation, je trouvais ça paradoxal, tu vois? En même temps, on allait sur la lune, on faisait des trucs de ouf, c'était hyper avancé. À côté de ça, tu des jeunes qui mouraient de faim, enfin, qui mouraient de faim, en tout cas qui étaient dans des situations difficiles. Et bref, ça m'est j'ai zappé ce problème-là parce que j'essayais de m'en sortir, donc j'ai fait plein de business différents en faisant des petits trucs à la con, j'achetais des scooters, je les revendais. Après, je faisais pareil avec les voitures. Après, je faisais pareil avec, de l'immobilier et vraiment, je faisais tous les petits boulots que les gens ne voulaient pas faire et moi, j'arrivais à faire des club deals. Disons que j'avais cette chance de pouvoir à la fois fréquenter des très pauvres qui avaient envie de beaucoup travailler et des très riches qui avaient beaucoup d'argent mais qui, eux, ne voulaient pas travailler. Et nous, on utilisait la capacité de levier, le leverage bancaire de ces riches et on travaillait pour eux. Donc typiquement, on faisait un club deal, on se mettait à 5, il y avait, 2 riches et 3 pauvres. Les 3 pauvres travaillaient, pour faire les travaux. Les 2 riches, eux, ils allaient juste à la banque en disant: «Prêtez-moi, 500 000 €». Le banquier était d'accord et du coup, tout le monde gagnait au final parce que les riches faisaient travailler leur argent mieux qu'avec leur plan habituel, et nous, bon, ben, on pouvait travailler, on pouvait gagner un peu de sous, donc tout le monde était content et je faisais un peu le pont entre ces 2 milieux, les très riches, les très pauvres, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis au final, à force de gagner de l'argent et à force de voyager, parce que j'ai fait du business dans pas mal de pays, bah, je me suis retrouvé confronté à la faim, pas pour les mêmes raisons, parce qu'au final, j'avais de l'argent pour, bien manger, mais parce que j'avais plus le temps et j'étais tout le temps à droite, D'accord. à gauche et je sentais que d'un point de vue physique, j'étais plus au top. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, natation, sport de combat et j'aimais bien la performance et malheureusement, enfin, n'importe quel sportif te dira que l'entraînement ne suffit pas. Si tu dors mal et que tu manges mal, tu auras aucun résultat, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, la nutrition, je le sentais, devait jouer un rôle plus important dans ma vie et c'est comme ça que, j'ai réfléchi à une solution qui me permettait à la fois d'être efficace et de pas perdre trop de temps, mais aussi qui m'apportait 100% de mes besoins, et que j'allais pas avoir de carence, même avec des journées bien remplies. Et là, j'ai tracé un Excel qui répertoriait, on va dire, l'ensemble des besoins d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Et j'ai vite D'accord. compris qu'un humain, pour vivre, avait besoin de macro et micronutriments, donc des protéines, lipides, glucides, fibres, et des vitamines, minéraux, oligo-éléments. Une fois que tu as tout ça, tu es tranquille. Je grossis le trait, mais je le simplifie pour que ce soit clair. Ouais. Et du coup, je jouais avec les ingrédients que je mettais dans le Excel. Et je mettais bah, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, un peu d'huile d'olive. Je rajoutais des médicaments de la pharmacie, des compléments alimentaires que je mélangeais dans ma recette. Et à un moment, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et je savais qu'en buvant, en mangeant cette mixture, bah, j'étais à 100% de mes besoins. Et très vite, ça a fonctionné autour de moi. J'ai réalisé que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et on a fait très classiquement des précommandes sur notre site internet. On a utilisé les réseaux sociaux pour voir s'il y avait une traction. Il y a eu 10 000 repas précommandés extrêmement rapidement. Waouh! Et OK. là, tout s'est enclenché. On a levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions. Puis ensuite, on a fait encore une dernière grosse levée sur laquelle on n'a pas communiqué. Et voilà, tout a pris. Et ça peut paraître prétentieux, mais encore une fois, c'est pas le produit ou la marque, qui fait que ça a marché. Parce que typiquement, il y avait des concurrents, qui existaient déjà en France quand on a lancé la marque, qui depuis ont fait faillite, les 2. Enfin, tu vois, n'existent plus, ou sont inexistants, sont en mode, survie. Hem Tu peux nous les citer pour avoir une idée? Ouais, beh, typiquement Smil, tu vois, Smil qui a disparu, qui a fait faillite là il y a pas longtemps, qui était à Station F, et en fait, les gens me disent: «Pourquoi? Mais pourquoi Smil est mort, et alors qu'ils étaient là avant vous?»
et que vous réussissez. Bah, en fait, c'est que nous, on était tellement déterminés qu'on aurait lancé n'importe quelle marque, n'importe quel produit, ça aurait fonctionné. Et il y a même plus de question de product market fit, est-ce que tu es en France, pays de la gastronomie? Pas En fait, quand tu ne fais que travailler, tu trouves une manière de hacker ton problème. Et je Mmh. suis persuadé qu'on aurait vendu des chaussettes, des slips, du pain, de l'alcool, enfin n'importe quoi, ça aurait fonctionné en fait. Donc à différentes mesures. Évidemment, il vaut mieux vendre un produit dont les gens ont envie et où il y a un véritable besoin sur le marché. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, n'importe quel pays du monde, tu trouves ton marché. D'ailleurs, faire 10 millions d'euros, c'est facile. Donc après, clairement, tu peux pas faire 100 millions avec n'importe quel business. Mais faire 10 Ouais. millions d'euros dans n'importe quel pays, j'exagère, mais un pays où tu as, on va dire, minimum 30-40 millions d'habitants, tu les claques. Donc la seule chose, c'est le travail, l'envie et la puissance que tu y mets. Et c'est là que ta vie perso vient s'imbriquer parce que bah, souvent les start-upers, c'est des gens qui, et là c'était le cas avec Smil, c'est des gens qui sortent d'école, bon, qui sont gentils, tu vois, c'est des enfants encore, ils connaissent pas la vraie vie. Et la réalité, c'est que moi, j'ai eu cette chance d'être dans la rue très tôt et du coup d'être confronté à la réalité, confronté au business. Moi, à 16 ans, je devais gagner de l'argent pour manger. Donc en fait, Mmh. j'ai 10 ans d'avance ou même 15 ans d'avance sur mon concurrent au moment où j'ai 30 ans. Parce que ça fait 15 ans que je fais du business et je sais comment les gens vont essayer de me niquer, comment je peux moi aller plus vite qu'eux. C'est mon quotidien. Et donc en fait, tu ne peux pas lutter. Et cette envie et cette rage, si tu arrives à transférer à tes équipes, là, tu as gagné. Et tu viens dans l'équipe de feed, il n'y a pas un seul mec de Smil qui pouvait lutter avec une personne de mon équipe. Et souvent d'ailleurs, c'est marrant, mais les gens de Smil sont quasiment tous venus me voir après, quand la boîte s'est arrêtée ou qu'ils partaient. Ils me disaient, mais en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de venir bosser chez Feed quand on voyait vos interviews, quand on voyait l'énergie que vous y mettiez, alors que nous, notre CEO, il était lent, il n'était pas réactif, il était mou, etc., etc. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent pas travailler dans une startup parce qu'ils aiment le produit ou parce que ils veulent un chèque à la fin du mois. Ils viennent parce qu'ils veulent un sens à leur vie, tu vois. Ils veulent une Mmh. mission. Ils veulent se donner une responsabilité. Et si tu arrives à faire un bon storytelling, mais qui est un storytelling, c'est pas forcément faux, tu vois. Les gens dans l'esprit des gens, storytelling, c'est toujours du marketing. Mais évidemment, tu l'amplifies et tu le fais rayonner. Mais à la base, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vrai. Et je pense, en tout cas, j'espère que quand tu écoutes les interviews, les vidéos qu'on fait, ça sonne vrai parce qu'en fait, on ne l'a pas préparé. Tu vois, moi, j'ai aucune feuille, j'ai aucune note, j'ai rien. Là, je te parle, j'ai même pas lu les questions avant de venir te voir, en fait. Parce que je sais que je vais juste te raconter ma vie comme elle l'est. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir à l'avance ou d'avoir quelqu'un qui me fait des signes à côté de moi, tu sais, avec des panneaux en mode attention, dis ça, dis ça. Donc, Ouais. c'est comme ça que ça a commencé. C'est intéressant ce que tu dis, surtout en fait, sur cette notion de pas avoir, enfin, j'interprète peut-être un peu trop, mais de pas avoir de filet de sécurité. Et c'est ce que je t'entendais dire à Mathieu Stéphanie dans son podcast Génération Do It Yourself, que tu as pu côtoyer, quand tu es, rentré de force, quand tu t'es invité de force dans le cercle des entrepreneurs, français, tu as pu côtoyer des gens qui te disaient: «Voilà, moi je prends des risques», mais en réalité qu'ils soient, rentrés à leur appart de 200 m² au Trocadéro. Et donc la notion de risque, où est-ce qu'elle est en réalité? Je trouve que c'est Exactement. intéressant ce que tu dis, cette notion, voilà, enlever tous les filets et puis juste, foncer Et et se donner à 300. c'est la clé selon moi, et je le vois au quotidien chez les jeunes parce que j'essaie d'investir dans des projets, des startups, d'accompagner avec la fondation Feedback d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens et on n'imagine pas les différences qu'il peut y avoir entre les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont de l'argent et je ne veux pas toujours stigmatiser Oui, bien sûr. les gens aisés, les bourgeois, etc. parce que c'est trop facile et c'est pas mon propos. Mais il y a des amis qui ont de la chance et qui ont des parents qui me disent: «Moi, tu sais, Anto, je travaille dur» et puis je les vois à 18 h, ils sont au café ou le midi, ils sont à un déj, le soir, un dîner et tous les soirs, c'est comme ça. Et ils ont vraiment l'impression de travailler dur. Et je leur dis: «En fait, les gars, vous êtes déconnectés de la réalité» et le souci, c'est que comme tout leur entourage a ce style de vie, ils ont Ouais, ouais. l'impression que c'est normal, et il suffit qu'ils travaillent 1 heure de plus que leurs amis pour se sentir, ultra hard worker. Et il y a une des phrases que j'aime bien qui dit justement: «Si tu veux atteindre des objectifs exceptionnels,
entoure-toi de personnes pour qui ces objectifs sont normaux. C'est-à-dire qu'il faut t'entourer de personnes qui, eux aussi, veulent atteindre ou ont déjà atteint ce que toi, tu cherches à atteindre. Parce que si tu t'entoures que d'entrepreneurs qui ont réussi, tu es sûr et certain que c'est des gens qui travaillent énormément. Il n'y a aucun Mmh. entrepreneur à succès, sauf contre-exemple vraiment exceptionnel, qui travaille pas très dur. Et quand on dit travailler dur, c'est pas faire 9h-18h. C'est faire 8h, 23h tous les jours, tu vois. Et pas de dîner, pas de déj, pas d'apéro, pas de machin. C'est dur. Et ça, tu peux le faire que quand tu n'as pas de parachute, en fait. Si tu as la possibilité de te dire, bon, au pire, si j'échoue, mon père remettra 200 000 balles dans mon prochain Ouais, projet, ouais. ou bon, ben, au pire, je sais où dormir. Là, c'est plus du risque. Pour moi, le vrai risque est l'entrepreneuriat. Attention, c'est un vrai risque. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'enlever, par transparence et par honnêteté envers les futurs entrepreneurs, cette couche un peu, tu vois, très Startup Nation, où c'est trop bien d'être un entrepreneur, c'est cool parce que c'est branché. La réalité, c'est que c'est pas du tout branché. C'est un risque énorme d'être entrepreneur parce que tu vas travailler pendant 1 an, 2 ans sans te mettre de salaire. Et peut-être qu'au bout de 2 ans, tu vas avoir la chance de te payer moins que ce que tu aurais gagné avec Ouais. un salaire classique, avec beaucoup moins d'heures de travail. Après, c'est clair que si ça marche, c'est exceptionnel parce que tu gagneras jamais autant d'argent en étant salarié, etc., etc. Mais par contre, est-ce que les gens sont prêts à faire des compromis? Est-ce que les gens sont prêts à mettre leur vie en danger? Malheureusement, souvent, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs parce que dès qu'il y a les premières secousses, bon, bah, tout le monde abandonne parce que les gens se sont pas préparés à être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas juste lancer un projet, c'est réaliser que l'intégralité de son quotidien va être bouleversée, qu'il faut avoir un peu d'argent de côté parce que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tu vas plus pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Donc, il faut te préparer, même d'un point de vue perso, à être entrepreneur. Et vraiment, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre all-in, quoi. C'est de se dire, je mets tout dedans. Et les grands succès que je vois autour de moi, c'est des personnes qui ont pas fait semblant, ils y ont été 100%. Et Ouais. voilà, ils n'avaient pas le choix. Moi, quand j'ai lancé Feed, je pouvais pas faire autre chose. Il y avait pas de, c'était impossible que je n'y arrive pas. C'est-à-dire que, et les gens du début, les premiers investisseurs en parlent parfois. Il y a même des podcasts qui sont sortis de là-dessus. C'est quand tu parles avec moi, genre, je n'entendais pas la possibilité d'échouer. C'était impossible. Et, et c'est ça qui est fort, parce qu'en fait, tu t'auto-persuades. Et c'est toujours, alors si tu y arrives, tout le monde va dire c'est incroyable, il était visionnaire, hein. Mais par contre, quand tu te loupes, tout le monde va dire il était obstiné, il n'écoutait pas le Ouais, ouais, ouais. feedback. Enfin, tu vois, on dit souvent, il y a une phrase qui est top, c'est le génie ne se définit qu'à l'aune du succès. C'est-à-dire que tu vois, un mec comme Elon Musk, aujourd'hui, tout le monde dit il est brillant, c'est exceptionnel. Il y a encore un an, quand Tesla allait mal, tout le monde disait c'est un drogué alcoolique qui est fou, quoi, Ouais, et qui écoute c'est rien. vrai. Donc, en fait, ça dépend juste de est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu n'y arrives pas. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis sur le all-in. Bon, la bonne nouvelle pour faire un petit lien avec Feed, c'est que pour celles et ceux qui se lanceraient dans l'aventure entrepreneuriale et qui ont plus le temps de manger, bon, bah, voilà, Feed est là, donc allez-y, faites vos journées 8h-23h, et vous Exactement. aurez, vous aurez tout ce qu'il faut dans les sachets. Bon, blague à part, blague à part, la question qui me vient à l'esprit, c'est, on sent vraiment, hein, quand tu partages tout ça que, voilà, tu es clairement quelqu'un de déterminé et qui sait où il veut aller. Et la question que je me pose, c'est au fur et à mesure que Feed grandit, comment tu fais pour faire en sorte que ce soit cet état d'esprit qui prédomine dans l'entreprise? Déjà, Parce il que vous faut êtes quoi, rester, 100 maintenant, c'est ça? ouais, on a recruté 100 personnes, en tout cas, il y a eu des départs, il y a eu du turnover, forcément, mais c'est vrai que l'équipe a beaucoup grandi. La première chose, c'est que le founder ou la founder doivent rester vraiment connectés, avec l'équipe. Moi-même, j'ai pu faire cette erreur à un moment. Les fonds d'investissement ont tendance à te pousser à la verticalisation. C'est-à-dire que très classiquement, on va te dire il faut des managers de managers, à verticaliser Ouais, tout ça. Et je pense que ça a été une des grosses erreurs de Feed. Moi, j'ai perdu le contact avec les équipes. On avait une boîte très horizontale, donc tout le monde était au courant de tout. Il y avait très peu de réunions. Euh, Quand quelqu'un abordait un sujet, il l'abordait devant tout le monde dans l'open space. Et c'est comme ça qu'on allait très vite. Et plus on a verticalisé, plus on a perdu de l'agilité, de la fluidité. Il faut que le founder reste proche de ses équipes, à une taille qui lui convient bien. Moi, je vois que je suis un bon leader, je pense, et un bon commenceur. Je suis pas un excellent manager. C'est un autre métier après, tu vois, de manager plein de monde.
avoir des grosses équipes et c'est très rare les fondateurs qui sont de bons managers. Donc, faut pas avoir honte et faut se reposer sur des personnes de confiance dans l'équipe qui vont pouvoir faire ruisseler, on va dire, ton énergie, Oui. tes souhaits, ta manière de travailler sur les autres employés. Et puis après, il faut recruter une équipe qui soit engagée et ça passe par différentes méthodes. Déjà, il faut donner un sens à ce que tu fais au quotidien. Il faut aussi, je pense, incentiver les équipes. Nous, tout le monde chez Field a des BSPCE, donc tout le monde a des parts de la boîte et dans des grosses proportions. C'est-à-dire qu'on donne l'équivalent de 4 ans de salaire. On Waouh! donne l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE, donc c'est énorme. C'est-à-dire que 4 ans de salaire à la dernière valorisation au moment où ils rentrent dans la boîte. Donc c'est-à-dire que si on fait x10 au niveau de la valorisation entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils sortiront, ils peuvent avoir 40 ans de salaire. Donc si tu veux, Waouh! ça blague pas du tout. Ah Et ouais, le non, but, c'est clairement. ça, c'est que tout le monde puisse vraiment se gaver. Parce que moi, je suis un vrai capitaliste, tu vois, j'ai aucun problème à le dire. Je pense que oui, il faut de la passion, il faut un why, etc. Mais il faut aussi de l'oseille. Et moi, pour avoir été pauvre et pour avoir été, entre guillemets, riche, en tout cas par rapport aux jeunes de mon âge, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus cool d'être riche, quoi. Donc, il faut arrêter avec la connerie, tu vois, de trucs, les start-upers, ils travaillent pour le why. On veut pas tous, tu vois. Oui, on veut faire du bien à la planète, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas ça qui va remplir mon frigo, quoi. Donc, oui, on fait un produit qui a un cahier des charges super clean et qui va changer les méthodes de consommation. Pour autant, à un moment, il faut qu'on puisse tous gagner de l'argent et c'est important que mon équipe, bah, il se sacrifie aussi pour moi et je le sais, ça, tu vois, qu'ils puissent en tirer quelque chose. Et du coup, l'argent, malgré que c'est une image pas toujours incroyable en France, bah, c'est quand même un moyen de quantifier l'implication que les gens ont eue, et de changer leur quotidien. Et comme moi, je vais chercher des personnes qui sont la plupart du temps écorchées vives, parce que c'est ce qui me plaît et je sais que c'est ce genre de profil qui vont se donner à 200. Bon, bah, c'est vraiment, pour eux une c'est ce que j'appelle moi la deuxième naissance en fait, Mmh. Feed. C'est-à-dire que tu es né dans une famille que tu n'as pas choisie. Souvent, c'est des familles, en tout cas les gens qui travaillent chez Feed, qui sont qui sont parfois compliqués, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., etc. Et ben là, moi, je t'offre une deuxième naissance où tu vas aller chercher toi-même ton cadeau de naissance, tu vois, et tu vas aller te prendre un certain montant d'argent, le plus gros possible, pour pouvoir redémarrer dans la vie. Et puis après, bon, bah, tu seras toujours à même de créer ta propre boîte. Ça arrive souvent, il y en a plein chez Fit qui sont partis, qui ont monté leur boîte. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, ça fait chier parce que bah, c'est des gens que tu as formés et que tu aimerais bien garder. Mais d'un autre côté, tu es aussi là pour ça, tu vois, pour Ouais. leur permettre de les propulser vers l'atteinte de leurs objectifs personnels. Et du coup, si ça marche pour eux, bah, c'est aussi l'objectif d'une startup, c'est de donner l'exemple, pousser vers le haut, et c'est ça qui est cool. Ça me fait penser à une citation que j'ai vue régulièrement sur les réseaux récemment, c'est, qu'est-ce qui se passe en fait ces gens-là? Tu dis: «C'est dommage qu'ils partent parce qu'on les a formés», mais, la citation c'est: «Qu'est-ce qui se passe si on les forme pas et qu'ils restent?» Et je pense que c'est un point Exactement, hyper valide, tu vois? Parce que c'est exactement ça. ouais, De toute façon, il faut toujours pousser le mieux et c'est pareil pour le perso. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu es en couple, et tu pousses la personne avec qui tu vis au maximum et à un moment, bon, bah, elle doit partir à l'étranger pour se réaliser. Ouais, mais c'est pas grave en fait, même si tu la perds et parfois ça peut être que temporaire, mais au moins ta relation a poussé l'autre vers le haut et je pense que c'est le plus important, que ce soit dans un rapport business, dans mmh, un rapport de travail, dans un rapport personnel, en amitié, en amour. Il faut toujours pousser les gens qui t'entourent vers le haut. Et moi, c'est ce que j'attends aussi de mes proches. C'est-à-dire que quelqu'un, et ça peut paraître très pragmatique, mais qui ne me sert à rien, je ne lui parle pas. C'est-à-dire que dès que je vois un ami ou un proche qui, tu vois, qui sert plus à rien, bah, j'arrête de lui parler. Alors c'est horrible, mais servir, ça veut pas forcément dire apporter de l'argent ou des contacts. Ça peut être bah, te faire rire, te parler ouais. de sa passion. Et du coup, quand tu es avec lui, bah, il va te parler de culture, d'art, de voiture, de montre, de musique. Et tu apprends quelque chose pendant que tu es à ses côtés. Tu vois, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est le truc plat. Et souvent, les gens n'arrivent pas à décoller dans la vie ou à lancer leurs aventures parce qu'ils sont mal entourés et qui sont tirés vers le bas par leur entourage. C'est malheureux, mais les gens qui échouent sont souvent entourés de gens qui échouent aussi. Et si tu veux, dès qu'il y en a un qui essaie de réussir,
Les autres vont lui dire non, n'essaye pas, ça sert à rien, ça fonctionnera pas parce que au final, ils projettent leurs propres échecs sur leurs amis et ils se disent si eux y arrivent alors que moi je suis en train de stagner, ça va me faire réaliser que ma Ouais. vie est pourrie. Et donc, quelqu'un de négatif n'a rien de bon. Et moi, j'ai toujours fui les gens pathogènes. Et c'est pour ça que c'était une chance pour moi d'être dans la rue en fait à 15, 16, 17 ans parce que si j'étais resté sur le modèle parental que j'avais, c'était tellement bas que si j'avais gagné genre 3 000 € par mois, j'aurais eu l'impression d'avoir super bien réussi. Alors que quand tu n'as pas de modèle et que tu te bases sur tes propres envies, tes propres passions, tu n'as aucune limite mentale. Et du coup, moi, je me suis jamais dit être millionnaire, c'est cool. Je me suis dit être milliardaire, c'est cool. Tu vois, parce qu'en fait, j'avais pas d'arrêt possible. Pourquoi les jeunes aujourd'hui, et c'est Macron qui s'était fait défoncer quand il avait dit il faut des milliardaires. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. En fait, pourquoi tu dois arrêter au million, tu vois? Il y en a des gens qui vont dire oui, mais si tu as des millions, ça suffit largement pour vivre. Mais je te parle pas d'argent, moi, pour kiffer. Moi, tu vois, j'ai toujours dit dans les interviews, je veux être milliardaire, mais pas milliardaire parce que je veux 1 milliard sur mes comptes et que je trouve ça cool. Non, 1 milliard parce que tu vas avoir un impact encore plus significatif sur le monde et surtout que tu vas montrer l'exemple à d'autres jeunes. Et tu vois, le message, il est super fort quand tu dis Anthony, il part de rien, il était à la rue, c'est-à-dire qu'il a une histoire, tu peux difficilement faire plus compliqué, mais il a réussi à atteindre cet achievement. Ben, toi aussi, tu peux le faire. Et donc, c'est une sorte de preuve par l'exemple qui doit engager les jeunes et leur montrer que c'est possible. Et ça, c'est tellement rare en France, tu vois, même les politiciens ou les personnes qui arrivent, c'est toujours des gens très normés, qui sont dans les Ouais, bonnes ouais. cases, qui ont fait des belles écoles, qui ont fait l'ENA, qui ont tel ou tel réseau. Maintenant que je suis assez connecté dans le business, j'entends des trucs de ouf. Parfois, je suis dans des boîtes, des grosses boîtes, des gros groupes euh, qui nous payent un peu comme consultants, qui nous demandent des conseils. Et là, la dernière fois, je suis dans un board, c'était intéressant, une grosse boîte, hein, un truc bien connu en France. Le mec dit ouais, mais il faut qu'on change le PDG. Et il y a quelqu'un qui propose un nom et dit ah ben non, c'est pas possible, il a pas fait, je sais plus quelle école, Polytechnique ou machin. Je dis mais en fait, Ah ouais. on s'en fout quoi, tu vois. Ouais. Enfin, si le mec est bon, qu'il a des skills, qu'il vient de l'étranger, qu'il a déjà géré des boîtes, il dit oui, mais nous en France c'est très important le réseau, on ne peut prendre que des personnes qui ont fait cette école parce qu'il a un Waouh! carnet d'adresses. Et en fait, c'est dramatique et c'est pour ça que ça marche très mal. Et je suis content qu'il y ait cette mixité qui soit en train d'apparaître cet esprit de révolution, tu vois, qui est en train de monter en France ou même dans le monde. Et je pense, et ça fait plusieurs fois que je le dis, et on en reparlera dans quelques années, qu'il va y avoir des gros mouvements. À mon avis, on a vu des prémices avec les gilets jaunes ou ce genre de choses. C'est le tout début, c'est très mal organisé, mais tu sens quand même la puissance du fond là, tu vois, qui est en train d'arriver, Mmh. parce que tu ne peux plus rester dans une société où les gens qui dirigent sont des élites qui sont préconstruites et qui se reproduisent entre elles. Et c'est cool que le peuple puisse reprendre un peu son mot à dire. Si on revient sur, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et si on revient sur cette notion de s'entourer, comment tu as fait ça au début de Feed? Parce que si je me trompe pas, voilà, tu expliquais que tes projets précédents, c'était plutôt, alors les plus gros, si j'ai bien suivi, c'était dans l'immobilier, et là, tu t'es lancé dans un truc, qui avait un peu rien à voir, voilà, la smart food, donc comment est-ce que tu as fait en sorte d'avoir les bonnes personnes à tes côtés, dès le début? T'as raison. Déjà, je pense que ne vous bridez pas, on va dire, sur vos envies. Même si vous êtes, comme moi, pas du tout ingénieur en agroalimentaire, ça ne vous empêchera pas de faire une boîte dans l'agro. Si vous n'avez jamais travaillé dans le spatial, bon, ben, vous pouvez monter une boîte dans le spatial comme l'a montré Elon Musk. Enfin, il y a pas de limite et l'humain est capable d'apprendre très vite. Et ça, c'est un vrai biais qu'on nous donne depuis l'école. On nous dit qu'il faut choisir notre spécialité et qu'on Ouais, y ouais, reste, quoi. Si tu as fait bac S, moi j'ai fait un bac S option SVT, j'avais l'impression que j'allais devoir faire du SVT toute ma vie, quoi, ouais, tu ouais. vois. Et en fait, non, enfin, tu vois, tu peux très bien faire un bac S et finir musicien ou faire un bac littéraire et devenir un matheux. Enfin, tu vois, faut arrêter avec ces normes où tu es dans une case et tu t'en sors plus. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, quand tu as la bonne énergie et que tu as la bonne motivation, je pense que tu peux t'entourer très rapidement de personnes qui sont positives. Encore une fois, il faut avant tout des gens qui soient là pour les bonnes raisons, pas des gens intéressés parce que quand vous montez un business, vous allez avoir, allez, sur 100 personnes, il y en a bien 90 qui servent à rien, qui vont vous appeler, qui vont vous vendre des prestats dont vous aurez jamais besoin. Et sur les 10, il y en a 5 qui vont en demander beaucoup trop. Et il va vous en rester 2 ou 3 qui sont corrects avec lesquels traiter. Donc, il faut avoir cette capacité
à filtrer très vite. Et moi, je l'avais parce que comme je venais de la rue, dans la rue, tu sais immédiatement qui veut profiter de toi ou qui veut juste utiliser. Donc moi, je parle 2 minutes avec quelqu'un, je sais immédiatement ce qu'il a en tête. Et c'est une vraie chance. Et j'ai cette sensibilité-là à fleur de peau qui fait que je comprends les gens et je comprends les personnes, tu vois. Et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et puis après, une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, il faut réussir à les incentiver. Et c'est aussi un vrai problème. On ne sait pas donner assez en France. Moi, j'ai pas peur d'investir lourd sur quelqu'un, tu vois, de donner beaucoup de BSPCE. J'ai pas peur de m'engager et j'ai toujours compris qu'il fallait que l'autre gagne aussi beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faut pas être égoïste. Et c'est pour ça que le modèle un peu patriarcal de l'époque des grandes entreprises où tu avais des multiples de 100 entre les salaires Ouais, des ouais. top PDG et les petits salariés, bah, ça ne fonctionnait pas parce que ceux qui transpiraient, c'est ceux qui gagnaient le moins et les grands PDG, ils allaient bouffer au resto tous les midis. Alors que nous, tu vois, chez Feed, il y a plusieurs personnes qui ont un salaire plus élevé que moi, par exemple, dans la boîte. Et ça ne me dérange pas du tout, en fait, parce que j'estime que ces personnes-là sont clés pour la boîte et qu'on en a besoin. Bon, bah, fine pour moi, tu vois, j'ai pas d'ego à me dire c'est moi qui dois être le mieux payé ou je sais pas quoi. On s'en fout. Puis moi, j'ai du capital qui fait que au moment de la vente, je pourrais compenser, tu vois, ce manque à gagner entre Ouais. guillemets. Il faut être prêt à donner aux gens et puis savoir bien s'entourer. Après, il y a toujours une part de chance, mais je considère que la chance, tu te la crées. Et moi, typiquement, j'ai été entouré de personnes exceptionnelles. Je prends souvent l'exemple de Mélanie, qui est mon ex-copine avec qui je suis resté pendant 8 ans et qui bosse encore chez Feed. Euh, qui est la première personne, on va dire, à m'avoir vraiment fait confiance. Et tu vois, elle m'a connu quand j'avais rien. Mais vraiment, quand je te dis rien, c'est que j'étais un pouilleux, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'était la crise vraiment chez moi. Et elle a senti quand même le potentiel et elle m'a dit, bah moi, je te fais confiance et je sens que tu vas faire un truc bien et on va y arriver. Et en fait, quand tu arrives à trouver un regard bienveillant et quand tu arrives à trouver une personne qui croit en toi pour les bonnes raisons, là, du coup, tu n'as plus de limites parce que tu as une sorte de dette envers cette personne. Et tu te dis, elle a cru en moi, je peux pas la décevoir. Et c'est vraiment ce qui a changé, moi, en tout cas, mon destin. J'aurais pu très mal finir, je pense, à certaines périodes. Et elle m'a remis un peu, tu vois, dans le droit chemin. Et elle m'a donné un axe et une vision long terme. Et c'est souvent ce qui peut manquer aux jeunes, c'est la patience. Parce que tu as tendance à vouloir, dans cette génération un peu de réseaux sociaux où tout va très vite, Ouais, à ouais. vouloir tout de suite l'argent, les montres, les voitures, les nanas, les soirées, les trucs. Alors qu'en réalité, un succès, ça se construit sur 10, 15 ans, 20 ans. Feed, aujourd'hui, tout le monde dit c'est fou la vitesse où ça a été. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que Feed, c'est que la résultante de mon travail que je fais depuis que j'ai 18 ans, même si la boîte n'existait pas. C'est une préparation de mindset, une capacité à travailler qui fait que ça fait 10 ans que je me prépare pour ça. Et donc Feed, j'aligne les planètes et boum, ça explose. Sauf que ça fait 10 ans que je le prépare. C'est-à-dire que je travaille pas foncièrement sur feed, mais je prépare la mentalité, je prépare le mindset, j'économise de l'argent pour pouvoir vivre en parallèle du début de l'aventure. J'ai la bonne nana à côté de moi au moment où je lance, donc je suis focus. Tout est aligné en fait, tout est fait pour que ça fonctionne. Et cette patience-là, c'est la clé pour les jeunes qui se lancent. Il faut leur apprendre qu'il n'y a aucune réussite rapide et que oui, aujourd'hui j'ai 32 ans et que j'ai un peu réussi, mais on voit pas les 10 ans de galère que j'ai passé avant. Et ça, il faut l'assumer. Tu vois, tu as trop d'entrepreneurs qui font genre, oui, je sais, c'est assez incroyable, tout a très bien fonctionné, parce qu'ils veulent pas parler du côté négatif. Mais moi, j'assume à 100% avoir galéré longtemps, plusieurs années, avoir lancé plein de projets qui ont échoué. Et c'est tous ces échecs successifs qui m'ont permis de comprendre, d'évoluer, de m'améliorer en tant que businessman, en tant que manager, en tant qu'homme, pour finalement arriver à ce début de réussite, parce qu'encore une fois, c'est que le début et je pense qu'on peut faire beaucoup plus. C'est ce que tu essaies de donner aux jeunes à travers Feedback? Oui, c'est hyper important. Feedback, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation, un fonds de dotation qu'on a créé au début de l'aventure Feed, parce que dès le début, on savait que on n'était pas là pour faire que du chiffre d'affaires et qu'il fallait rester ancré dans le sol, entre guillemets, tu vois, dans nos valeurs. Et je savais, pour avoir déjà gagné un peu d'argent dans le passé, que dès que tu gagnes ou dès que tu réussis, tu as tendance à quitter terre un peu, tu vois, tu as tendance Mmh. à te la péter, à prendre la grosse tête. Et ça, je voulais vraiment y faire attention parce que, notamment dans l'écosystème startup, il y a eu pas mal de personnes qui se sont emballées, qui ont pris la grosse tête et puis après qui sont retombées de haut. Donc,
La fondation, l'idée, c'est d'aller aider des jeunes qui n'ont pas de chance avec le destin, donc qui viennent d'une famille, vraiment moisie comme moi, ou qui sont handicapés, ou qui sont immigrés, enfin vraiment des trucs, on va dire, compliqués. Mais qui malgré tout rêvent grand et sont persuadés qu'ils peuvent atteindre un objectif incroyable. Et moi, c'est cette ambition-là qui me plaît, qui me passionne et que je veux appuyer. Et donc, des jeunes postulent, nous envoient leur dossier et nous, on les finance, on va les aider, on va les coacher, on va leur mettre à disposition nos contacts et on va essayer de les pousser vers le haut, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ça peut être aussi des artistes en devenir, des sportifs, des jeunes qui veulent sauver la planète, peu importe le rêve, en fait, on s'en fout, il faut juste que ce soit grand. Et du coup, bah, être au contact de ces jeunes régulièrement me permet à la fois de donner du sens à mon travail. Ouais. Donc je sais pourquoi je me lève le matin et ça c'est super important. Aussi l'équipe, ça les motive parce qu'ils comprennent qu'ils sont pas là juste pour vendre des bars et des boissons, mais qu'à chaque fois qu'ils vendent une barre, bah, ça permet de financer ce type de projet et c'est super intéressant. Et moi, à titre purement égoïste, personnel, ça me rappelle qu'il y a des jeunes qui souffrent, qui galèrent et du coup ça fait écho à mon histoire personnelle et ça me renvoie à mon passé et je me dis: «Attention, ne t'embourgeoise pas Ouais, trop ouais. et deviens pas toi aussi un nanti, tu vois, qui a oublié un peu d'où il venait, parce que le jour où j'oublierai d'où je viens, ce sera terminé pour moi, tu vois. J'aurai perdu. Parce que je serai plus capable d'être un guerrier, je serai plus capable de penser pour le peuple. Feed, c'est un produit par le peuple, pour le peuple. Tu vois, c'est un produit pour les riches ne mangent pas de feed. Les riches, ils vont au resto, ils ont leur coach nutritionniste, etc., etc. Feed, c'est un produit pour les gens qui veulent se dépasser. C'est un produit pour voilà, c'est typiquement un peu comme quand Free est arrivé, ils avaient cassé tous les prix. Bon, bah, Fit, c'est pareil. Maintenant, on te propose un repas entre 2,50 € et 4 euros. Il y a tout à l'intérieur. Bon, bah, c'est efficace, quoi. Tu vois, c'est efficace, ça fonctionne. Et les gens qui nous utilisent, c'est les étudiants, c'est les sportifs, c'est les jeunes qui viennent d'arriver dans une boîte et qui ont envie de réussir. C'est les personnes qui sont pressées, qui voyagent. Et, Les et podcasteurs, c'est la. je peux te dire que Ouais, mais les podcasters, j'ai ouais. fait 5 enregistrements aujourd'hui et j'ai consommé du feed. Et ben voilà, tu vois, ça veut dire que tu vas te dépasser et c'est marrant parce que ça va plus loin que le simple repas et c'est pour ça que tout est connecté et qu'une marque qui marche, il y a pas de hasard, c'est qu'elle est globale, tu vois? Genre, c'est pas juste on fait des repas parce que feed, c'est le premier pas vers l'atteinte de tes objectifs, quels qu'ils soient, tu vois? Et en réalité, quand tu manges un feed, tu le fais pas uniquement pour avoir 100 de tes besoins nutritionnels, mais tu le fais parce que tu sais que ça va te pousser vers le haut et que tu vas te dépasser. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans ta perte de poids, ça peut être dans ta prise de muscle, ça peut être dans ton lifestyle du quotidien. Et là, typiquement, tu vois, bah, Feed va parfaitement en adéquation avec ta journée, comme la mienne d'ailleurs, qui est super intense, où tu vas enchaîner rendez-vous sur rendez-vous, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et donc, Mmh. tu es content de manger ton feed parce que quand tu le prends sur le packaging, si tu as des nouvelles versions colorées, bah, tu vas avoir des mots forts, oser, se dépasser, entreprendre. Et ça va te rappeler que nous, on a réussi avec ces valeurs-là et que du coup, tu peux le faire aussi. Parce que nous, on vient tellement d'en bas que bah, toi aussi, tu peux réussir à ton niveau et tu peux faire plein de choses. Et cette communauté de personnes qui ont envie de se dépasser, bah, c'est super excitant de les accompagner. Ils nous envoient des messages, ils nous disent bah, grâce à vous, j'ai réussi mes examens, grâce à vous, j'ai eu mon augmentation de salaire, grâce à vous, j'ai déménagé. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que tu fais participer l'humain à quelque chose qui le dépasse et ça va plus loin que le simple produit et il y a une vraie fidélité autour de la marque. Mmh. Ouais. Du coup, la vision de feed, puisque ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que tu expliquais, voilà, feed, en fait, c'est l'accomplissement d'un parcours de, voilà, de 10 ans, personnel, pas forcément entrepreneurial, mais de développement personnel. Est-ce que tu as réussi à garder, ces 10 années d'avance? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu as une vision claire de, où sera feed, dans 10 ans? Ouais, et tu as raison, c'est pas facile parce que ça évolue tellement vite qu'il faut rester à la pointe. On essaie toujours d'avoir une cellule R&D de recherche et développement qui travaille long terme, donc qui OK. travaille sur des produits qu'on ne peut même pas vendre à l'heure actuelle parce que soit bah, c'est illégal, soit parce que on n'a pas encore les moyens techniques pour les produire. Et c'est super important d'être en avance. Donc, on se challenge et on s'auto-challenge mutuellement. Et puis même moi, à titre personnel, il faut que je m'auto-challenge de manière à avoir conscience de mes limites aussi. Et peut-être que, tu vois, je commence à y réfléchir,
Feed, dans quelques années, devrait être dirigé par quelqu'un d'autre. Parce que il faut être super honnête avec tes forces, mais aussi tes faiblesses. Et typiquement, moi, j'ai besoin d'être passionné pour pouvoir être à 200%. Et je pense que d'ici quelques temps, j'aurai atteint le max de ce que je pouvais apporter à Feed et que quelqu'un pourra prendre le relais. Typiquement, je pense être un bon commenceur et mettre l'énergie quand personne n'y croit. Après, est-ce que ouvrir 200 pays et gérer 200 pays dans le monde avec des DG partout en fonction des zones et compagnie, c'est quelque chose qui m'amuse? Non, pas des masses, tu vois. Donc, il sera sûrement temps que je lance un nouveau projet. Et ça, c'est important d'être capable de te le dire pour pas tomber dans ton confort. Ouais. Et tu vois, il y a plein de potes à moi qui me disent, mais Anto, t'es un malade, il faut que tu restes chez Fit toute ta vie, t'as la pépite, t'as ce qu'on appelle un véhicule d'investissement, un véhicule qui te permet de faire cracher de l'oseille et de te sécuriser, toi et tes proches, il faut le garder toute ta vie. Je dis bah non, parce que si tu penses comme ça veut dire que tu vis sur la bête, tu vois, sans forcément apporter à la bête, alors que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum d'énergie qui soit envoyée dans la boîte pour qu'elle continue à bien fonctionner. Donc, je sais qu'à un moment, je vais devoir me ressortir de ma zone de confort et ce sera soit en inventant une nouvelle verticale pour Feed, soit en laissant la main à quelqu'un qui sera plus à même de bien le faire évoluer. À quel moment tu as pris conscience de ça? Parce qu'en tant que fondateur, voilà, l'aventure est encore toute fraîche, donc je trouve ça intéressant de voir, tu as déjà cette réflexion qui est arrivée. C'est le fruit de conversations avec des mentors, avec des VC, que Ouais, c'est venu assez naturellement quand moi j'ai recruté beaucoup en fait. ouais, J'ai capté que j'étais moins épanoui. J'étais moins épanoui parce que faire beaucoup de management et compagnie, ça me saoulait. C'était pas quelque chose qui m'amusait. Ça devenait politique un peu. Tu vois, j'avais je sais même plus comment ça s'appelle, mais quand tu dépasses 50 personnes, tu sais, tu as des représentants ah oui, syndicaux, des machins. Tu vois, on passait beaucoup de temps sur des sujets que je trouvais pas passionnants. Et je passais trop de temps à parler de trucs dont moi, personnellement, je n'ai rien à foutre. Tu vois, genre, des trucs où il fallait faire semblant, oui, alors tu as passé un bon week-end, et ta grand-mère et machin. Enfin, moi, ce qui me passionne, c'est comment on fait du business, comment on fait grossir cette boîte, tu vois. Et mes problèmes, ça me viendrait jamais à l'idée d'aller dire aux gens, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, quand tu as 100 personnes, il y en a toujours un qui est pas bien, qui est malade, qui est ci, mmh, qui est là, qui veut te parler. Et ça me plaît pas, tu vois. Donc, je pense pas être un super manager. Euh, et quand on a grossi et qu'on a compris qu'il allait falloir faire pareil dans tous les pays et passer beaucoup de temps à parler, là, pour le coup, j'ai compris que c'était pas forcément ce qui me faisait rêver. Et pourtant, au début, j'étais persuadé. Je m'étais toujours dit, ah ouais, ça doit être trop cool d'avoir une grosse équipe. Tu sais, tu diriges des gens. Mais en fait, non. Moi, j'aime, et c'est paradoxal, mais avoir les mains dans le cambouis. J'aime quand ça transpire. J'aime faire ce que personne ne veut faire. Moi, j'adore quand quelqu'un me dit, ah ouais, ce rendez-vous, il est très dur parce qu'il y a une grosse négo à faire ou parce que c'est un problème juridique. Là, j'y vais. Et ça me plaît, tu vois. Mais les trucs, en fait, le confort me fait peur. Le confort ne me rend pas justice, quoi. Tu vois, je suis pas bon quand c'est facile. ouais. Un rendez-vous facile, je vais pas le préparer parce que je sais qu'il est facile, alors qu'un rendez-vous qui est dur, où il y a de la pression, je sais que ça va fighter, ça, je me prépare psychologiquement, mentalement. C'est-à-dire que les gens comprennent pas qu'il faut tout faire pour que ça marche et que tout est lié. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai des grosses échéances, et là j'en ai une dans 2 3 semaines, ben, j'ai une grosse échéance, je vais augmenter mes séances de sport, je vais mieux manger, je vais mieux dormir, je vais prendre un rythme 2 3 semaines à l'avance, juste pour ce rendez-vous. Parce que le moment où je vais arriver à ce rendez-vous, je vais être dans une telle détermination et je vais être tellement préparé que personne ne pourra tenir le truc. Et c'est-à-dire que je vais m'apporter moi-même de la confiance en moi, tu vois, parce que au final, personne ne sait que j'ai fait du sport et Mmh. personne ne va savoir si j'ai bien mangé ou moins. Mais en fait, comme j'ai tout aligné, je vais être à 200% de mes capacités et les gens vont ressentir que j'ai confiance en moi. Et si j'ai confiance en moi, ils vont se dire, oula, c'est bizarre qu'il soit aussi sûr de lui. Et tout ça vient d'un travail personnel. En fait, c'est pas le travail d'un côté, la vie perso de l'autre. Les gens qui me disent, moi, c'est super important de bien cloisonner la vie perso et la vie pro. C'est important que je vois mes enfants au moins X heures par jour et puis que j'aille à mon sport et que je fasse ma séance de yoga le matin. Moi, je sais pas comment ils font, tu vois. Moi, tout est lié. C'est-à-dire que tout est imbriqué parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail perso. Tout est mélangé. Et comme mon travail est une passion et quelque chose qui me plaît, ça ne me dérange pas du tout que ça vienne s'intégrer Ouais. dans mes week-ends, dans mes soirées, dans mes vacances.
Et tout ce travail de préparation et d'anticipation, presque en fait de visualisation, j'ai l'impression dans ce que tu décris, c'est quelque chose que tu fais, que tu fais naturellement, que tu as appris à faire tout seul ou tu as été accompagné pour ça? Non, je l'ai toujours fait tout seul, je fais vachement attention et j'essaie de m'écouter au maximum. Alors ça peut paraître, un peu prétentieux, mais c'est vraiment comme ça que ça a toujours fonctionné. Dès que j'ai écouté les autres, ça marchait plus, en fait. J'ai eu des coachs, on m'a payé des coachs de ouf à je sais pas combien de l'heure là, des trucs incroyables. Les VC quand ils sont arrivés, ils m'ont dit: prends lui», des trucs hors de prix, franchement, 800 € de l'heure, enfin des trucs Ah oui. incroyables. Hem et en fait, ce qui me choque toujours un peu avec les coachs, c'est que s'ils étaient si forts que ça, pourquoi ils seraient pas, multimillionnaires ou pourquoi ils Mmh. auraient pas monté leur boîte ou donc tu vois, le coach de base, j'ai un problème avec ça, mais peu importe. Il y en a aussi qui sont très bons, qui tu vois, tout ce qui est un peu plus psy, un peu plus, développement perso, je trouve ça intéressant parce qu'ils vont aborder des questions que tu oses pas forcément aborder, Ouais, ouais. donc ça, c'est cool. Mais les coachs de business là, qui sont censés t'apprendre comment faire ton business, ça, tu vois, je suis quand même beaucoup plus, nuancé là-dessus parce que, bon, les mecs, ils sont pas à l'intérieur de ton business, quoi. Donc, personne ne peut te conseiller aussi bien que toi-même, en fait. Mais il faut juste que tu acceptes, de t'écouter, de te faire confiance. Et moi, les erreurs que j'ai faites, et c'est pas du tout pour me dédouaner ou me défausser, mais, viennent souvent de conseils de l'extérieur et j'aurais dû plus me concentrer sur ce que moi j'avais en tête. Et quand tu t'écoutes et que tu as confiance en toi, ça veut pas dire que tu es hermétique au feedback, mais ça veut Mmh. simplement dire que tu t'écoutes toi en priorité, ton gut feeling, tu vois, les tripes, ce que tu as dans les tripes, c'est ça qui a souvent raison. Et si tu as une capacité à bien filtrer ton entourage, si tu as une sensibilité au monde extérieur et que tu es relativement bon dans le comportement humain, si tu t'écoutes, tu auras souvent la bonne réponse, tu vois. Et il faut être capable de s'écouter, c'est primordial. Donc non, j'avais pas forcément fait d'entraînement tout particulier, mais la visualisation, c'est toujours ce qui m'a sauvé parce qu'en fait, j'étais dans des situations tellement catastrophique quand j'étais jeune, que si je visualisais pas. C'est-à-dire que si j'étais pas capable de m'extraire de l'endroit où j'étais, en fait, je pense que je me serais suicidé, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as 17 ans et que tu es sous un pont pour dormir, si tu pas capable de te projeter et de te voir dans une Ferrari dans quelques années et te dire moi aussi un jour je serai dans une Ferrari, j'aurai de l'argent et j'aurai une belle copine à côté de moi et je pourrai avoir une jolie maison et on fera des barbecues, en fait, tu meurs sous ton pont, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai toujours visualisé mes objectifs et ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, même 99% du temps, une fois que tu as atteint tes objectifs, tu n'achètes pas du tout la Ferrari rouge dans ta belle maison et ton barbecue. Parce qu'en fait, quand tu peux l'acheter, tu te dis, bon, finalement, ça sert à rien, tu vois. Genre, je vais pas acheter ça, ça fait un peu bling, un peu beauf. Laisse tomber, je vais plutôt investir dans l'immobilier, acheter des SCPI, faire des titres de capitalisation, acheter ci, des machins, des trucs. Mais tu vois, le fait de les visualiser, aujourd'hui, j'ai de nouvelles visualisations et je me dis, bon, ben voilà, maintenant, c'est ça que je dois atteindre. Et je sais que je vais l'atteindre parce que c'est une obsession. C'est-à-dire que quand je m'entraîne, quand je vais au sport, tout le temps, je me mets une musique un peu timbrée que je mets en boucle. Je vais mettre une musique très agressive, soit du bon gros Booba ou un truc vraiment, un Midnight Oils, tu vois, Beds Are Burning ou un truc vraiment motivant. Et je vais la mettre en boucle comme un malade mental et je vais visualiser un objectif pendant toute ma séance. Et genre, les gens qui me voient faire ça me disent en fait, ce mec est fou, tu vois, parce que genre, je suis possédé par mon objectif. Mais à force de le visualiser, mon cerveau comprend que je n'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de l'atteindre. Et ce qui est fou, c'est que mon cerveau m'envoie, souvent la nuit d'ailleurs, bizarrement, des idées pour atteindre cet objectif. Et D'accord. quand j'étais jeune, mon cerveau m'envoyait des plans pour gagner de l'argent, des idées de business, de trucs. Et j'ai toujours un calepin à côté de mon lit pour noter les idées. Parce que j'ai plein de bonnes idées, et même pour le business pour feed, ah ben tiens, putain, faut qu'on lance ça comme produit, c'est trop cool, la nuit. Parce que les bonnes idées de fond dans ta vie, elles viennent souvent de ton inconscient. Et c'est le fait de l'aligner, c'est un peu comme une méthode Coué, à force d'être obsédé, de te dire je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, bah, moi, ton cerveau, il comprend qu'il n'y a pas d'autre option, donc il fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et c'est assez fou la, la, la profondeur et la puissance peuvent t'apporter une détermination, tu vois. Et ça, je suis pas un expert du tout de ces sujets, mais tu vois, même dans les maladies, dans les trucs comme ça, tu vois, tu as un patient qui est déterminé, qui croit en lui et en sa guérison, bah, c'est super efficace par rapport Mmh. au patient qui est en mode, bah, dans tous les cas, je vais mourir, quoi. Et il y a un mec d'ailleurs de la fondation Feedback
qu'on a accompagné, qui était handicapé, qui s'est pété la colonne vertébrale pendant une course de moto. Tous les médecins lui ont dit tu remarcheras plus jamais. Le mec a été complètement fou. Il a dit c'est hors de question. Moi je vous dis que je vais remarcher. Tous les médecins disent mec ne rêve pas, c'est impossible. Et il s'est créé des attelles auxquels personne n'avait pensé. Il a réussi à remarcher et nous on l'a aidé à participer au Paris Dakar. Il a gagné le Paris Waouh! Dakar contre des valides. Enfin, tu vois des trucs de ouf en fait. Et ça c'est génial et c'est la preuve que le mental et c'est pas cliché de dire ça, tu vois, tu as l'impression que c'est un peu une discussion de moine Shaolin qui te dit que tu vas pouvoir monter la montagne, tu vas escalader la montagne. Mais c'est vrai en fait, la détermination et le mental, c'est un truc de fou. Et moi qui viens de tout en bas, qui ai vu des gens mais qui étaient censés mourir ou finir, tu vois, je les ai vus monter en puissance parce qu'ils étaient déterminés. Et maintenant ils ont de l'argent, mais quand je les connaissais, qu'ils avaient rien, j'aurais pu te dire ce mec-là va réussir. Et c'est pour ça que j'adore investir parce que je pense avoir cette sensibilité pour détecter les talents un peu à l'avance. Quand je parle à un humain, je sais immédiatement s'il a ce qu'il faut pour réussir, tu vois. S'il a ce petit truc en plus. Et ça, c'est canon. Waouh! Bon, faudra du coup que je te demande mon débrief à la fin, hein, puisque ça fera un peu plus que Avec 2 minutes plaisir. qu'on parle. Mais, ouais, non, c'est clair sur le point du mental. En fait, j'en discutais avec, un autre invité, Olivier Courret, un peu plus tôt et lui, c'est son taf, en fait. Il est coach mental, en Asie et spécialiste du sujet. Il a fait, voilà, en très court, de la PNL, de la neuroscience et cetera et c'est ce qu'il expliquait que ce qui fait la différence pour les athlètes de haut niveau, parce que c'est ça sa spécialité, c'est qu'en fait, ils ont cette capacité à activer leur plein potentiel à travers le mental, en étant conscients de leurs croyances limitantes, en étant encore plus à l'écoute, tu vois, de leur corps, de leurs valeurs, ce qui les drive. Et c'est un peu ce que j'entends avec toi, tu vois, quand tu dis que tu as ce côté détermination, tu savais pourquoi tu voulais lancer Feed, que c'était pas juste l'aventure entrepreneuriale, mais l'aventure humaine. Heu, enfin moi en tout cas, j'entends pas du tout ça comme un discours de moine Shaolin un peu perché, ça me parle clairement donc Ah, très cool. c'est intéressant. Alors j'avais des questions, alors c'est vraiment super intéressant donc j'aimerais pouvoir continuer à creuser sur le plan, perso mais je m'étais noté quelques questions, spécifiquement par rapport à Feed. Parce que je le disais en introduction, hein, c'est une boîte qui a fait du bruit, clairement et la question que je me posais c'est, heu quel est le poids de la culture dans tout ça? Parce que quand je dis fait du bruit, c'est voilà, pour être honnête, hein, je pense que enfin, tu pourras le dire toi-même, c'est des les produits que vous faites, c'est des produits qui parfois peuvent faire polémique. Heu, je j'ai aucun jugement là-dessus, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas les bons produits ou que, l'idée d'industrialiser les repas est bonne ou mauvaise, mais est-ce que, quel est le poids de la culture française, tu penses, dans tout ça? Et surtout, comment tu le gères, toi? Parce que, in fine, tu es la figure publique de la boîte et voilà, je pense que t une de tes missions, c'est aussi de la vendre. Exactement et tu as raison d'en parler, c'est pas facile. Il y a des moments où c'est un peu injuste et tu te dis, les gens sont très durs avec Feed sans forcément comprendre pourquoi on fait ça. Ouais. Moi effectivement comme je suis le «visage» entre guillemets de Feed, je reçois des menaces de mort, je reçois des courriers au bureau, Ah des ouais, trucs carrément. incroyables en fait. Parce qu'en fait la France aime ses valeurs et ses traditions, on va dire, de partage autour de la table pendant 2, 3 heures et ils ne peuvent pas concevoir que, on va utiliser de nouvelles méthodes ou de nouvelles manières d'alimentation dans les années à venir. Et je pense qu'il ne faut pas en tenir rigueur, tu vois, aux Français, dans le sens où toute innovation passe par 3 stades. Elle est d'abord, ridiculisée, violemment combattue et puis finalement elle est souvent considérée comme ayant toujours été évidente. Et c'est Schopenhauer qui dit ça, et c'était le cas avec les voitures. Ford qui a inventé les voitures, quand il demandait aux humains de l'époque qu'est-ce que vous aimeriez comme moyen de transport, les gens disaient on voudrait des chevaux plus rapides. Ouais. Parce qu'en fait, l'humain est incapable de se projeter dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, et très modestement, des visionnaires, des personnes qui sont prêtes à porter un message, à se faire taper dessus,
au début. Et ça a été le cas avec le surgelé, le substitut de lait maternel. Il y a plein d'exemples, le micro-ondes, les iPhones. On se souvient quand ça a commencé, tout le monde disait que c'était honteux parce que ça servait à rien. Uber, tout le monde disait que personne ne montrait dans la voiture d'un inconnu. Airbnb, personne ne louerait son appartement. Enfin, il y a 10 000 exemples comme ça où Ouais, tout le monde en rigolait au début. Et finalement, tout le monde y est venu parce que si tu craques vraiment un problème et que tu résous quelque chose, bon, bah, à un moment, tout le monde y viendra. Et Fit, c'est un peu la même chose. Ça prend du temps. Au début, tout le monde se marrait. Et les mêmes personnes qui critiquaient, j'en ai plein d'exemples en tête, hein, des mecs connus souvent, qui critiquaient Feed et qui venaient me voir. Je me souviens, les entrepreneurs, et c'est marrant parce que même entre entrepreneurs, les gens se charrient, tu vois. Et moi, quand on faisait il y avait des événements, des conférences, tu avais des entrepreneurs du milieu de la food qui n'avaient jamais réussi un truc incroyable, hein, des petites boîtes de merde. Ben, elle venait me voir en me disant, Anthony, vraiment, ça marchera jamais, laisse tomber. Et je lui disais, mais il n'y a pas de souci, mec. Enfin, nous, on te demande pas, tu vois, d'y croire ou de nous donner de l'argent. On est juste là pour faire notre projet. On verra, peut-être que tu as raison ou peut-être pas. Et c'est ces mêmes personnes, souvent, qui reviennent là, 2, 3 ans après, qui me disent, bon, finalement, ma boîte n'a pas marché et j'ai vu que tu recrutais un COO. Est-ce que tu penses que mon profil pourrait te plaire? Et tu vois, c'est toujours hyper marrant de voir à quel point les gens n'ont pas d'ego. Parce il y a 1 an et demi, ils te disaient que ton projet c'était nul et que tu étais vraiment un abruti de lancer ça. Et puis après, ils viennent postuler pour être ouais. salariés et vendre le même produit. Donc en fait, c'est simplement que, bon, il faut réussir à faire abstraction de ce poids, rester concentré sur pourquoi tu fais ça. Parce qu'il ne s'agit pas que de vendre des bars ou des boissons, mais de repenser un modèle alimentaire, tu vois, qui est défaillant. Et quand je dis ça, c'est pas mon sentiment très subjectif, c'est les chiffres, la data, parce que la data démontre en France, toutes les études le montrent et l'ANSEE encore a fait une étude là-dessus il n'y a pas longtemps, la France a de plus en plus d'obèses, ok, on a 20% de personnes qui sont en obésité, sur les 50% de personnes qui sont en surpoids, donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont en surpoids. Il Mmh. y a énormément de carences, il y a un tiers des Français qui sont carencés, donc c'est-à-dire qui ont des carences de certaines macro ou micronutriments. Il y a un tiers des Français qui ne mangent plus à table, donc qui consomment de manière nomade, mais sans pour autant avoir adapté son alimentation. Donc les gens vont manger, je ne vais pas citer de marque, mais des snackings, on va dire, qui sont pas Ouais, de la ouais. nutrition à la place de leur repas, sauf que bon, bah, c'est pas du tout équilibré et ça te déclenche des pics de glycémie et c'est ce qui induit qu'il y a de plus en plus de diabétiques en France. Et le diabète, c'est une maladie qui est, c'est très dangereux. Il y a de nouvelles maladies même qui apparaissent comme la NASH, c'est les atteintes hépatiques, du coup, mais non dues à l'alcool. C'est-à-dire que typiquement, le foie avant se nécrosait à cause de l'alcool parce que tu consommais tellement d'alcool que ça te tuait le foie. Ben maintenant, le foie se nécrose à cause de la graisse et du sucre. Parce que tu manges tellement mal et tu bois tellement de soda, etc., ben que tu éclates ton foie et on doit faire des transplantations hépatiques, non pas à cause de l'alcool, mais à cause de la malbouffe. Et toutes ces nouvelles maladies sont la preuve irréfragable, hein, si je puis dire, que la France, contrairement à ce qu'elle pense, n'a pas les bonnes habitudes alimentaires. Et c'est toujours compliqué pour quelqu'un qui, depuis tout petit, boit du lait, mange de la viande à Ouais. tous les repas et boit son verre de pinard, de comprendre que bah, peut-être que c'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il faut pas manger sucré le matin. Peut-être qu'il ne faut pas finir par un dessert. Peut-être que le vin, il faut calmer la sauce. Peut-être que boire du lait, ça n'a pas trop de sens. Peut-être qu'il y a d'autres manières de consommer. Et on ne dit pas qu'il faut tout remettre en cause, mais simplement rester ouvert. Et c'est le travail de la food tech, c'est le travail des startups, et je ne suis pas le seul à le mener. Feed n'est qu'une partie de la solution. On n'est pas là du tout pour dire Feed va s'imposer dans le monde entier et vous allez manger que du feed. Loin de là. Feed, ça va être une option parmi les centaines d'options qui vont être proposées par la food tech. On est en train de repenser plein d'aliments, plein d'ingrédients. Il y a d'autres boîtes françaises qui cartonnent là-dedans. Je pense à Gourmet qui va faire du faux foie gras, par exemple. C'est-à-dire que au lieu de bourrer l'animal, enfin dans des méthodes quand même qui sont au XXIe siècle assez controversées Ouais. pour rendre malade l'animal, bon ben ils arrivent à bourrer la cellule entre guillemets au niveau cellulaire, ils arrivent à créer du foie gras au niveau cellulaire sans avoir du tout d'impact sur l'animal puisque c'est que les cellules qui sont en laboratoire travaillées. Il y a du substitut de viande, il y a du substitut de lait, il y a du substitut de tous les ingrédients qui sont on va dire, controversés ou qui ont un impact sur l'écosystème, bon, ben, restons ouverts.
et puis soyons ouverts à l'innovation parce que sinon c'est encore les États-Unis et la Chine qui vont prendre les devants. Et je pense qu'il y a bien un marché où on a notre mot à dire, c'est quand même la nutrition. Ouais. Quand on voit le patrimoine culinaire français, il faut rester à la pointe. Et pour rester à la pointe, il ne s'agit pas de rester enfermé dans le passé, mais accepter que l'innovation doit s'imposer petit à petit et surtout qu'il y ait de l'argent qui soit investi. Ça peut faire peur les montants des levées de fonds dans la food tech, mais malheureusement, enfin, ça demande beaucoup d'argent d'innover. Il faut des chercheurs, il faut des laboratoires, il faut faire des tests marché. Et tout ça, ce n'est malheureusement qu'avec des dizaines de millions et dizaines de millions qu'on peut réussir à faire un travail qui soit serein et efficace. Ces investisseurs aujourd'hui, parce que je crois que c'est toi qui disais ça sur, encore une fois sur le podcast de Mathieu Stéphanie, qu'on a peu en France de jeunes entrepreneurs, tu vois, comme des Simoncini qui ont marqué, mais c'est pas forcément notre génération. C'est qui les gros investisseurs que tu vois aujourd'hui présents sur le marché de la food tech notamment? C'est compliqué en France parce qu'on a beaucoup d'investisseurs pour ce qu'on appelle le early stage. Ouais, Donc, on a beaucoup d'investisseurs pour les débuts. Donc, quand il s'agit de mettre entre 500 000 euros et 10 millions d'euros, il y a beaucoup de monde, presque trop de monde. Et du coup, tout le monde se bat pour faire monter les valorisations et pour pouvoir investir. Et du coup, ça crée des bulles, c'est un grand mot, mais disons que les valorisations vont s'exciter très vite au début sur des critères qui ne sont pas du tout rationnels. Et quand il s'agit d'aller lever des vraies sommes, c'est-à-dire 20, 30, 100, 200 millions, là en France, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fonds, globalement, hein, qui est capable de déclencher de telles sommes. Et le souci, c'est que tous nos beaux projets passent sous pavillon étranger. Et donc, en réalité, on se tire un peu une balle dans le pied parce que nous, on finance le début, mais ouais. à la fin, on perd les projets. Donc, les Américains, les Chinois, et on voit que les Chinois investissent très fort en ce moment en France, bah, ils ont juste à attendre et ils viennent récolter. Donc, OK, ils investissent plus d'argent, mais au final, c'est beaucoup plus dérisqué. C'est-à-dire que quand une grosse boîte investit 200 millions, OK, ils mettent 200 millions, mais 200 millions sur un projet qui est dérisqué parce qu'il y a des KPIs, Ouais, on ouais. peut faire un audit, on peut faire une due diligence. Et donc, au final, les Chinois prennent moins de risques que les Français en mettant, certes, un peu plus d'argent, mais qui sont quasi sûrs de récupérer. Donc, on a un souci dans l'écosystème français. Et bien souvent, quand tu fais de la food tech, tu regardes, tu parles avec les investisseurs étrangers. Et nous, typiquement, c'est ce qu'on a fait quand on a levé le dernier tour sur lequel on n'a pas communiqué. On aurait adoré le faire en France, mais on n'a pas pu. On a dû le faire avec des Américains. Tu peux nous communiquer le montant ou il y a encore un NDA? Ouais, on ne peut pas malheureusement parce qu'effectivement, ça a été signé au moment de la levée et en fait, je les comprends et même moi, c'est même moi qui ai poussé un peu à ce qu'on soit discret OK. parce que je voulais pas tomber dans la surenchère des levées de fonds. Je vois beaucoup trop de startups qui se vantent de lever des sommes incroyables, heu et c'est vrai que c'est cool de lever de l'argent, mais au final, ce qui est surtout cool, c'est d'avoir un modèle qui est durable, qui tient, et j'ai pas envie que ça froisse le message, tu vois? Le vrai message de Feed, c'est pas de lever de l'argent, Mmh. c'est de repenser l'alimentation, c'est de faire une marque qui soit forte, qui soit claire et je suis pas sûr que les gens et c'est pour ça qu'on communique plus sur, chiffre d'affaires, nombre de personnes et cetera. Parce qu'en fait, est-ce que les gens, ils ont quelque chose à foutre de savoir que Feed a fait 10 ou 20 millions de chiffre d'affaires cette année ou enfin, ce que je veux, c'est la marque, tu vois. Mmh. Quand tu fais une marque très belle, quand tu fais Nike, quand tu fais Red Bull, quand tu fais ce genre de choses, alors on aime ou on n'aime pas les produits, hein, c'est un autre débat, mais je veux dire, la force de la marque est exceptionnelle. On pense même plus à son chiffre d'affaires. On se dit pas combien Nike ils font de chiffre d'affaires. On se dit, mais combien de personnes ils ont motivé à faire du sport, combien de personnes ils ont incité à se dépasser. Et c'est magnifique parce que tu vois, Nike, ils te vendent plus un produit. Ils te vendent une sorte d'art de vivre, de Ouais. dépassement. Toi aussi, tu es un athlète. Et ça, c'est quand même sacrément canon. Et je pense que le gouvernement réalise pas d'ailleurs à quel point les marques sont importantes. Et ils ont trop tendance à privilégier la tech, tu vois, des marques tech qui ont levé beaucoup d'argent et qui peut-être vont même faire plus de chiffre d'affaires que les marques. Mais la réalité, c'est que l'impact d'une marque dans le monde est super importante et c'est important qu'on soit présent et pas que dans la food tech, hein, dans tous les secteurs
pour montrer que la France existe aujourd'hui, et qu'on est un pays avec des moyens de rayonner. C'est clair que ce sentiment d'appartenance à une communauté, en fait, je pense que c'est ça, tu vois, le dénominateur commun avec Red Bull, Nike, pour pas les citer, mais les exemples que tu as pris par rapport à, je sais pas, j'ai pas forcément de nom de start-up dans la tech en France qui me viennent, mais c'est clair que l'attachement est beaucoup plus fort quand tu as la communauté derrière. Bah oui, tu vois, une marque B2B, les plus gros SaaS, tu prends des gros SaaS français, je vais pas en citer pour vexer, personne parce que la plupart c'est des potes, mais tu vois, une grosse marque B2B, personne ne connaît. C'est-à-dire Ouais, que tu ouais. demandes à madame Michu à Jonzac si elle connaît, je sais pas quelle marque, qui fait que du B2B, du SaaS, personne connaît. Tu demandes à madame Michu si elle connaît Nike ou Red Bull, bon, Ouais. bah, il y a quand même des grandes chances qu'elle ait déjà entendu parler, quoi. Donc, et ça, c'est un rayonnement qui est fort, qui est important, et notamment dans la food, parce qu'on sait que les Français sont attachés à ces valeurs et à cette alimentation. Il y a eu des très beaux succès, hein, qui ont rayonné. Michel Augustin, par exemple, c'est canon ce qu'ils ont fait, même si c'est pas une start-up, ils étaient avant, on va dire, le monde start-up. Et c'est une boîte un peu, voilà, qui était dans les années 2000, donc c'est une boîte qui était plus classique, mais qui ont fait un parcours exceptionnel, et qui ont montré que en faisant des produits qui, somme toute, sont classiques, il n'y a rien eu de Ouais. révolutionnaire, ben, en le marketant correctement, en mettant un ton qui est différent des grands groupes, bah, tu pouvais exister, tu pouvais remuer le statu quo. Et ça, c'est super Ouais, important. c'est un bon exemple. C'est vrai que c'est ouais. Top, on arrive quasiment à la fin. J'ai une dernière question pour toi. Si demain Feed devait s'arrêter, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'essaierai d'en tirer des leçons. Je demanderai à toutes les personnes qui m'ont côtoyé, qui ont participé à l'aventure Feed, de me faire un feedback, pour comprendre ce qui a fonctionné, comprendre ce qui n'a pas fonctionné. C'est toujours ce que je fais, même dans une relation, important. Quand je me sépare d'une copine, je ça me paraît toujours très bizarre, mais je suis à 2 doigts d'envoyer un Typeform, tu vois? Avec des notations, et j'essaie de comprendre, et parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer, et je pense que l'humain est en perpétuelle évolution, et j'aime à penser que le Anthony d'aujourd'hui est meilleur que l'Anthony d'il y a 10 ans, et que dans 5 ans, je serai encore une meilleure version de moi-même. Donc j'aime beaucoup le feedback. Et puis deuxièmement, je me laisserai un peu de temps parce qu'il ne faut pas réactiver à chaud. Je pense que c'est Mmh. important de digérer les défaites et de digérer les erreurs. C'est un peu comme une rupture, encore une fois, si tu te remets en couple juste après la rupture, bon, il y a toujours des cas exceptionnels, mais t'as pas eu le temps de te poser les bonnes questions. Ouais. Pourquoi ça va pas? Est-ce que j'ai digéré ma précédente relation? Et tu peux vite tomber dans la relation rebond, où tu vas chercher l'opposé de ta relation précédente, parce que tu t'es dit ça marchait pas, donc je vais chercher l'exact opposé, mais sauf que c'est pas aussi simple. Du coup, moi, j'aime bien prendre un peu de temps, me poser 6 mois, un an. J'ai des périodes de vie où je ne fais rien. C'est-à-dire que c'est hyper important. Je peux me laisser presque délabrer, quoi, tu vois, genre laisser en jachère, vraiment, et vraiment, quand je sens que c'est le moment et que je commence à toucher le fond, boum, c'est là où je me relève. Donc, je me laisserai sûrement passer 6 mois, un an, et puis je rattaquerai un autre projet, parce qu'au final, là, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tu as plein d'opportunités, plein de chances, que la vie est longue, et que aujourd'hui, jusqu'à 70 ans, tu peux faire du business. Donc, si c'est ce qui te passionne et ce qui te fait vivre, il faut continuer à s'écouter et constamment s'améliorer. Puis la prochaine aventure, faire en sorte qu'elle aille un peu plus loin que celle de Feed. Et peut-être même que ce ne sera pas la prochaine qui fonctionnera, mais encore celle d'après. Et c'est pas grave, parce qu'à un moment ou à un autre, ça finira par payer, si je mets la bonne volonté. Écoute, super message, c'est très inspirant. Je sais pas, moi, c'est ce que je retiendrai de ce podcast, hein, c'est, cet aspect détermination, poursuivre ses efforts, même si ça marche pas à tous les coups, il y a toujours des apprentissages à faire et des enseignements, à tirer. Donc je voulais te remercier encore une fois, Anthony, pour ton temps et je mettrai bien sûr en description de l'épisode, des liens vers Feed, vers ton d'ailleurs, je sais pas, où est-ce qu'on peut te suivre? S'il y a Sur LinkedIn, LinkedIn? principalement. Ouais, Ouais, LinkedIn, j'ai aucun réseau social. J'essaie de rester un peu discret, et de pas trop afficher des la trucs Ferrari rouge. perso pour. Ouais, ben, malheureusement, j'aimerais bien, mais non, je pourrais même pas la montrer parce que j'en ai pas. Mais je l'ai dans un coin de ma tête. Mais savoir que je peux l'acheter me suffit, en fait. Je OK. t'assure, c'est ouf. Savoir que si demain j'en veux une, je la prends, ben, ça me suffit, j'ai même pas besoin de l'avoir. Et ça reste une sorte de rêve, tu vois, que je m'autorise pas. La beauté du rêve plus que le fait de le réaliser, c'est intéressant. Exactement, c'est ça. Génial. Bah, écoute, encore une fois, merci Anthony. Tout le meilleur pour la suite, de l'aventure, que ce soit avec Feed, ou plus tard. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!